Bonjour, bonsoir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue dans ce 17e épisode de l'autre Coupe du Monde, l'émission quotidienne qui vous fait vivre le mondial russe au travers du prisme si particulier de la rédaction de Lucarne Opposée. Encore un menu allégé ce jour, va falloir vous y faire les copains parce que ça n'ira pas en s'arrangeant. Nous reviendrons donc sur l'élimination de l'Albi Céleste face au Tricolore avec Nicolas Cougo, et oui j'ai un sourire en disant cela et c'est la raison pour laquelle ma voix sonne peut-être un peu différemment aujourd'hui. Nous nous envolerons à nouveau pour Sochi où Jérôme nous fera revivre son Uruguay-Portugal. Enfin, je vous proposerai aujourd'hui un édito sur cette même Céleste, la véritable force tranquille de ce mondial. Fichtre Dieu, quel match mes amis. Nos bleus sont donc parvenus à se défaire du mythe argentin et avec la manière s'il vous plaît. Mais nous ne sommes pas là pour parler de nos compatriotes, plutôt pour consoler notre adversaire vaincu avec Nicolas Cougo. Bonjour Nicolas, comment vas-tu ? Salut Simon, bah écoute, c'est ma dernière, donc ça va et ça va moyen, mais bon après ça va parce que les Bleus ont gagné, mais voilà, un peu triste de tirer ma révérence aujourd'hui. Et oui, les Bleus ont gagné, et quel match, un partidazo comme on dit en Amérique latine, un espèce de 4-3 complètement fou, où la France a ouvert le score, l'Argentine a renversé la vapeur, puis les Bleus sont revenus dedans, et on a même trouvé le moyen de se faire un petit peu peur en encaissant une réduction du score argentine à 2 minutes de la fin et un dernier déboulé qui nous a fait quelques frissons. Mais encore une fois, on n'est pas là pour parler des Bleus, on est là pour parler de l'Argentine. Une Argentine qui, au final, a bloqué sur les points que l'on avait soulevés hier, Nicolas. Ouais, exactement, on va pouvoir. Alors soit on nous écoute en équipe de France, mais je pense pas, hein, on va quand même pas se la jouer hyper prétentieux. Non, mais voilà, tout simplement, les gens qui observent cette Argentine-là, et pour le coup, on critique assez souvent le staff par rapport à sa communication, le staff des Bleus, hein, par rapport à sa communication, où on a l'impression que parfois, voilà. Sauf que là, non, ils ont bien bossé le truc et ils ont vu ce que tout le monde a vu, à savoir que, si tu bloques Banega, tu bloques l'Argentine et si tu mets le feu sur Mascherano, et ben, tu la mets en danger défensivement et surtout en sortant très vite sur eux. C'est ce qu'ils ont très bien fait, c'est ce que Pogba a très bien expliqué, après match, sur les antennes de TF1. Voilà, il y avait Kanté qui s'occupait de Messi, plus particulièrement, et lui, Pogba, était chargé de verrouiller Banega et d'aller mettre le feu sur Mascherano. Ah voilà, ça a marché. On le dit depuis, plusieurs podcasts, personne ne l'avait vraiment fait avant. Voilà ce que ça donne. La Croatie peut-être un petit peu, mais non parce qu'il n'y avait pas Banega et tout, donc la Croatie avait bénéficié d'autres avantages. Je dis, une bêtise, mais voilà, le Nigeria ne l'a pas fait et la France, l'a très bien fait et il faut dire que, voilà, la France a exposé, au grand jour les failles argentines que, j'ai presque envie de dire, tout le monde connaissait. Les failles argentines, les failles de son entraîneur un petit peu, et de son équipe bien sûr, mais aussi celles de son entraîneur, de Jorge Ouais. Sampaoli. La question que tout le monde se pose, on le sait, il a été appelé en pompier de secours à quelques matchs de la fin de la phase de qualification pour sauver l'Argentine d'un déjà drame qui aurait été la non-qualification pour la Coupe du Monde. Il a réussi cette mission-là, avec voilà, des choses plus ou moins contestables, on ne reviendra pas là-dessus. Comment s'inscrit le futur de l'Albi Céleste et du coup de Jorge Sampaoli? C'est une bonne question. Le futur, il s'inscrit, si on s'en tient à ses déclarations de conférence de presse, déjà pour lui, le score et le résultat du jour et j'ai presque envie de dire la manière du jour, ne constituent pas un échec. Bon, très bien et surtout, il n'a pas prévu, en tout cas, il n'a pas l'intention de poser sa démission. On sait très bien ce que ça veut dire. On sait qu'il y a une question de gros sous parce que, le licenciement de Sampaoli, vu le contrat qu'il a, qui court jusqu'à Qatar 2022 quand même, il faut le rappeler, il y a beaucoup d'argent en jeu et quand on se souvient de la manière dont Sampaoli a été débarqué au Chili et du combat juridique qui s'en est suivi et des histoires d'argent qui s'en sont suivies, je souhaite bon courage à la fédération argentine pour se séparer de Sampaoli de manière,
à ce que ça lui coûte le minimum. Vraiment, bon courage parce que le Chili a eu et a encore un petit peu de mal à s'en remettre du départ de Sampaoli et je parle juste du point de vue financier. Mmh, tout à fait. Mais alors, du coup, si l'AFA, en vient aux mains avec, aux mains, en vient aux Aux avocats avocats. avec Jorge Sampaoli, quelle est la suite là? On a une sorte, on a un peu une sensation, presque, on ne sait pas du coup le sort de Sampaoli, mais si Sampaoli s'en va, on a vraiment une sensation d'Argentine à 0. Ben, on est à année zéro. On l'a dit, plusieurs fois sur ce podcast, on l'a dit, on l'a écrit, je l'ai écrit quand je faisais les guides sur l'Argentine, je l'ai encore écrit aujourd'hui avant le match de l'équipe de France. Tu as utilisé le terme «bateau fantôme», hein, sur un podcast précédent. On savait que le jour où ça allait s'arrêter pour cette Argentine-là, derrière, c'était le néant. Il n'y a rien rien n'augure de bon pour l'avenir proche de l'Argentine. Alors on va nous dire: «Oui, mais il y a des super joueurs, il y a des Icardi, il y a des Dybala et cetera et cetera». D'accord, il y a quelques super joueurs. Il y avait déjà des super joueurs, hein, individuellement dans cette équipe. On va pas reprendre le débat sur quelle Argentine est la plus forte dans l'histoire, mais vraiment cette génération-là avait des joueurs de grand talent. Le fait est qu'il n'y a pas eu de travail. Il n'y a pas de travail sur les bases, il n'y a pas de travail à la fédération suffisamment stable. Si Sampaoli doit être débarqué, je ne vois pas qui, pour reprendre Molière, qui, va aller, faire quelque chose dans cette galère, parce que c'est une galère. Il y a tout à reconstruire. Il va y avoir une Copa América l'année prochaine en plus, donc on sait très bien que si quelqu'un arrive pour reconstruire et qu'il se plante à la Copa América, eh ben, il va sauter. Donc ça repartira à zéro. Franchement, je suis extrêmement pessimiste, mais ça fait plusieurs années qu'on est extrêmement pessimiste. Je rappelle que le dernier titre chez les moins de 20 ans de l'Argentine, c'est cette génération-là qu'on a vue aujourd'hui sur le terrain. Depuis, il n'y a plus rien. Et je rappelle donc que chez les moins de 20 ans, l'Argentine, c'est le pays le plus titré au niveau mondial. Depuis cette génération qui va plus ou moins partir pour la plupart, il n'y a plus de titre pour l'Argentine. Donc, c'est des questions que l'Argentine ne se pose pas. Il n'y a pas de travail de formation, il n'y a pas d'organisation générale. Très franchement, tu l'as dit, on est parti sur l'an zéro du foot argentin. Qui sera à la tête de la sélection A? Qui seront à la tête des autres sélections? Parce que tout est plus ou moins lié. Eh bien, on va le voir dans les semaines à venir. Mais effectivement, c'est inquiétant sur le court terme et aussi sur le long terme parce que ça va demander du temps. Très bien. C'est dans Le Tartuffe, non, le coup de la galère? C'est Scapin, non? C'est Scapin. Les fourberies de Scapin, bien sûr, c'est monsieur Scapin qui arrive avec les galères. Ce n'est pas le sujet. Petite digression. Oui, pour terminer, ce point sur l'Argentine, ce débrief sur le match de l'Argentine, bien évidemment, qu'est-ce que dit à chaud la presse argentine et les réseaux sociaux argentins d'ailleurs de cette élimination? Écoute, tu as un petit peu de tout, hein, au niveau des réseaux sociaux. Bon, ça, c'est toujours, pareil, c'est-à-dire que tu as des réactions plus ou moins disproportionnées. Sur la presse, quand tu parcours un petit peu, les grands médias argentins, pour l'instant, on est pas mal sur, je vais pas dire sur l'avenir, mais sur cette génération-là, justement. Alors, Mascherano a annoncé que c'était fini, Biglia a annoncé que c'était fini. La grande question, c'est toujours la même: que va-t-il en être pour Messi? Messi ne s'est pas exprimé. Pour l'instant, ne s'est toujours pas exprimé à l'heure où on enregistre. Donc ça va être aussi une interrogation. Quels sont les joueurs qui vont vouloir continuer? Plusieurs, joueurs de cette équipe-là étaient trentenaires. Donc ça, c'est vraiment une question qui anime et tu sens, qu'un petit peu en question cachée derrière tout ça, il y a la grande incertitude de, «Et maintenant?» et donc ça, c'est des questions qui sont très présentes et on n'est pas encore sur la tempête médiatique, et le jugement du bilan Sampaoli parce que, de toute façon, il va être inévitable. Il a déjà été plus ou moins fait avant le match face au Nigeria et on va y avoir encore droit parce que cet après-midi, on a eu encore des choix de Sampaoli absolument incohérents. Voilà, il faut dire les choses D'accord. comme elles sont. Voilà. Donc là, il va y avoir une tempête, mais là, pour l'instant, les premières réactions, c'est bon, voilà, le cauchemar, la fin, et c'est vraiment, voilà, ce qui pointe, c'est une grande tristesse, dans le sens, Mmh. ils sentent que quelque chose est fini. Oui, bah, on en revient à cette histoire, d'année zéro. Argentine, année zéro. Au final, on en revient un peu à ça. Bah, écoute, merci beaucoup Nicolas. En effet, c'était ta dernière en tant, que spécialiste, d'équipe, dans ces podcasts puisque l'Argentine est partie, le Panama est parti. Bah, écoute, merci beaucoup, mais on te retrouvera de temps en temps, pas aujourd'hui, mais d'autres fois, avec des petites histoires du jour, toujours aussi passionnantes et croustillantes. Merci beaucoup Nicolas.
Merci à toi Simon, à la prochaine. De l'autre côté de la Plata, autant vous dire que l'on n'entend pas vraiment le même son de cloche. C'est pourtant dans le Caucase que nous nous rendons pour retrouver notre Jérôme Le Signe et ses Uruguayens, pour qui la campagne de Russie continue. Et par quoi commence-t-on un match de football, les amis? Eh bien par un bel hymne national, bien entendu. Et on ne se lasse pas du Orientales, la Patria o la Tumba. Les chants uruguayens n'en sont évidemment pas restés là. Au bout du compte, l'Uruguay composte placidement son ticket pour l'écart 2-1. Le buteur... Edinson Cavani, vous l'aurez compris, et par 2 fois. Hein. Accueillons tout de suite Mister Le Signe pour qu'il partage avec nous ce chouette moment. Bonjour Jérôme, comment vas-tu? Écoute, excellemment bien, et toi? Écoute, excellemment bien aussi. J'ai aussi passé une très bonne journée avec les 2 équipes que je souhaitais voir se qualifier avec de très beaux matchs. Donc c'est très bien. Mais avec toi, on va parler, on l'a entendu avec l'hymne, encore ces chants, nous allons parler du Uruguay-Portugal auquel tu as assisté de nouveau. Ton aventure russe continue, tu seras en quart de finale maintenant. Mais là, on parle de ce 8e contre le Portugal. Quelle était l'ambiance dans le stade avec les Portugais à Sochi? L'ambiance était très bonne, hein, comme d'habitude, avec quelques détails un petit peu spectaculaires, entre guillemets, puisque le stade est à une trentaine de kilomètres de la ville, donc c'est toute une aventure pour y aller. Ça ne plaira pas à ceux qui aiment les stades de centre-ville, comme moi, hein, tout simplement aussi. Mais le stade est extrêmement loin de la ville. Et c'est un gigantesque parc d'attractions qui avait été construit pour les Jeux Olympiques, avec des montagnes russes, des salles de concert, ce genre de choses. Et donc ce stade olympique, Fitch, je crois, Fitch pour le nom, et où il y avait 45 000 personnes, donc très mélangé. Il y avait, pour le coup, alors il y avait une bonne tribune dans laquelle on était de supporters uruguayens. Alors je sais pas si ça s'entendait à la télé, alors évidemment. Bon, on vous a entendu. Moi, j'entendais que voilà. Ayant beaucoup chanté, donc forcément j'avais cette impression-là, que la tribune uruguayenne a fait pas mal de bruit. Et à côté de ça, un tout petit coin portugais, mais pas tant de supporters portugais que ça. Et comme pour tous les autres matchs de la Coupe du Monde, beaucoup de supporters d'autres pays, des Mexicains, des Brésiliens, des Péruviens, qui sont là dans les parages. Et donc voilà, et malgré tout, une excellente ambiance, et d'autant plus qu'il y a la victoire au bout et la qualification, donc évidemment, ça rend tout cela magnifique. C'est parfait. Et par curiosité, quel est le comportement d'ailleurs des supporters qui n'ont pas d'équipe sur le terrain quand ils viennent au stade? Est-ce qu'ils portent le maillot de leur sélection? Est-ce qu'ils finissent par prendre parti pour l'un ou pour l'autre? Ça dépend. Il y en a beaucoup qui viennent avec leur maillot de leur sélection, leur drapeau. On voit des drapeaux
beaucoup de Vietnamiens, d'Ouzbeks, beaucoup d'Ouzbeks. Alors c'est pas très très loin non plus, hein, ceci explique cela. Aujourd'hui, il y avait des Arméniens. Voilà, il y a beaucoup de drapeaux de personnes qui viennent d'autres pays. On a aussi eu pas très loin de la tribune des groupes de supporters brésiliens et mexicains qui viennent avec le maillot du Brésil, le drapeau du Brésil, et vraiment voilà. Bon, après ils sont là en touristes plus qu'autre chose. Mais voilà, beaucoup de supporters qui viennent malgré tout et qui choisissent pas, qui sont là plus pour voir un match de foot et du spectacle, hein, tout simplement. Ça reste, c'est une Coupe du Monde du football. Beaucoup viennent pour le spectacle plus que pour le football en tant que tel. Et notamment, d'ailleurs, comme tu le dis, des supporters d'équipes de nations qui ne sont pas qualifiées. C'est intéressant, ça. Bah oui, alors d'ailleurs ça se voyait dans les statistiques, hein, de mémoire, où une autre communauté qu'on voit beaucoup, il y a beaucoup de Chinois, et ça faisait partie des pays qui avaient acheté le plus d'entrées de billets pour la Coupe du Monde. Et voilà, c'est des personnes qui viennent par groupe, en général d'hommes qui ont 30-40 ans, et qui viennent pour le spectacle d'une Coupe du Monde de football, quoi. Après, on peut le reprocher, je n'ai pas de position spécifique sur le sujet, mais il y en a beaucoup qui viennent pour voir de la Coupe du Monde du football sans forcément que leur pays soit représenté, voire même il y a des pays qui ont d'ailleurs très, très peu de chances d'être représentés un jour, donc voilà, ils viennent quand même pour ça. Profiter du spectacle, comme tu l'as dit. Bon, terminons rapidement sur un petit point sur l'aspect plus sportif de ce match. Alors, je te connais, hein, ça risque d'être concis avec du job is done, etc. Et tu n'auras pas tort, d'ailleurs, tu n'auras pas tort. Qu'as-tu pensé de ce match, Jérôme? Non, match très compliqué parce qu'il y avait des bons joueurs en face, hein, quand même. C'était pas voilà, au-delà du fait que ce soit les champions d'Europe en titre, mais il y a quand même quelques très beaux joueurs dans cette équipe, notamment dans le milieu de terrain portugais. Mais les Uruguayens ont su respecter le plan de jeu, être toujours menés au score, grosso modo. C'est-à-dire que quand ils reculent un petit peu plus sur le terrain, c'était quand ils menaient, tout simplement, donc pour contrôler le match. Le côté gauche a été très efficace. Laxalt a encore fait un magnifique match. Le côté droit, Nandez Caceres a eu un petit peu plus de mal à sortir les ballons. Mais écoute, l'attaque a fait le job, hein, puisque deux passes. Il me semble qu'il y a une passe décisive de Suarez sur. Je ne sais pas si la deuxième est aussi de Suarez. J'ai plus en tête. Mais deux buts de Cavani, donc au moins une passe décisive de Suarez. Et autre point important, la défense a refait un match encore une fois extraordinaire. Et Godin et Jiménez, les Portugais ont essayé beaucoup de faire de centre parce que c'était aussi un petit peu leur jeu avec Guedes et Ronaldo qui sont bons de la tête, et ça n'a pas du tout fonctionné parce que la charnière a été intraitable. Très bien, écoute, maintenant ton Uruguay s'avance vers un match qui peut-être, je ne sais pas, on le verra pour le tard, on le verra le jour du brief de ce quart de finale qui peut-être te tiraillera, peut-être te déchirera ton cœur en deux. Tu nous donneras la réponse ce jour-là. Merci beaucoup Jérôme, et on te retrouve. Quelle est la prochaine ville? La prochaine étape, c'est demain Moscou, parce qu'on n'a pas encore passé par Moscou pour être très précis. Donc après avoir fait Yekaterinbourg, Rostov, Samara, Sochi, on va passer quelques jours à Moscou, histoire de visiter un petit peu, d'en profiter. Et après, le match se joue vendredi prochain en soirée à 21h de mémoire heure de France, ou 20h heure de France pour être plus précis. Et le match a lieu à Nijni Novgorod, à 500 km de Moscou. Pouf, ça fait un trajet. Oui et non, je me permets de t'interrompre juste avant. 500 km, c'est juste à côté pour nous par rapport aux distances qu'on a fait jusqu'à présent. Oui, on est en train de réfléchir à le faire en train en se disant c'est pas loin, tout ça. Non, c'est pour le coup, c'est vraiment à côté de Moscou, 500 km. Vivant au Brésil, c'est vrai que c'est un peu bête ce que je dis. Merci beaucoup Jérôme, et puis à la prochaine. Allez, bonne soirée, au revoir. Mais qu'est-ce qui peut bien faire trembler cette Céleste, hein? Je vous le demande. Les hommes de Tabarès paraissent inébranlables. Ont-ils du talent? Bien sûr, c'est une évidence, mais ce n'est pas cela qui les démarque des autres favoris au décrochage de la queue du Mickey. Le facteur X de cette Céleste, c'est la sérénité. Que ce soit les cadres de ces 23, les Godin, Suarez, Boya, Cavani, Muslera, etc., ou bien les jeunes loups qui sont légions au sein de ce groupe, on a l'impression qu'ils connaissent tous déjà l'issue des débats, sans aucun doute possible, dès leur première foulée sur la pelouse. Cet Uruguay est en plus une leçon d'humilité à lui seul. Comparez bien leur comportement lors de ce 8e à celui qui fut le leur face aux Égyptiens, aux Saoudiens ou aux Russes. Et oui, il ne semble pas faire de différence de rang, et les plus modestes sont traités également aux plus prestigieux. Et ils subissent jusqu'ici le même sort d'ailleurs. Oui, bon, je vous vois venir avec l'argument des filoteries, du pistolero. C'est vrai, je vous l'accorde, tout n'est évidemment pas parfait sur le plan de l'exemplarité. Heureusement d'ailleurs que cela en deviendrait agaçant, non? Bon, nous parlions de doute un peu plus haut.
L'Uruguay a encaissé lors de ce match à élimination directe son premier but du tournoi. Pas de panique, on continue notre travail, on reste solide et on plante le second après un très joli mouvement quelques minutes plus tard. Même pas peur. Cette céleste que vous voyez passer les étapes de ce mondial sans ciller, c'est celle d'Oscar Tabarez, el maestro, el professor, qui a repris les commandes de sa sélection nationale en 2006 après un précédent passage de 2 ans entre 88 et 90. Cette céleste, c'est donc le fruit de la patience, 12 ans de travail et 156 matchs pour Monsieur Tabarez, mais aussi celui de la stabilité. Car au cours de cette grosse décennie, l'homme fort du football uruguayen a vécu quelques revers sportifs comme seulement, et je mets de gros guillemets, ce 8e de finale en 2014 ou bien cette élimination en phase de groupe lors de la Copa América 2016. Deux légers couacs qui, dans bien d'autres chapelles, auraient eu raison de l'aumônier. Mais pas au pays de la rivière aux escargots, pas au pays du fleuve aux oiseaux peints cher à Juan Zorrilla de San Martín. En Uruguay, Señor Tabarez, du haut de ses 71 ans, a chaque fois reçu le respect qui est dû à son épistémé, à son érudition et surtout à l'histoire qui le lie à sa patrie pour reconstruire sereinement. Cette céleste, mes amis, elle sait ce qu'elle fait et elle sait où elle va. Alors bien entendu, elle n'est pas invincible, personne ne l'est. Nos bleus ont probablement assez de talent pur pour en venir à bout. Et puis tout peut arriver dans le football, comme dirait le géant de Guadeloupe. Mais pour cela, il faudra encore réaliser un exploit. Surmonter la force tranquille de tonton Tabarez. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce 17e épisode de l'autre Coupe du Monde. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux. Retour de la VO du jour aujourd'hui avec, ça paraît logique, le doublé d'Eddie. Eh ben oui. Quant à moi, je vous dis à demain pour une nouvelle journée de ce mondial russe. Salut les amis. Por el sector izquierdo, va Luis, recorta el centro, Cavani. ¡Gol! Uruguay no va por la azotea de Sochi. Un ladrón llamado Edinson Cavani. ¡Hola, mi salto! ¡Maquia Dios de Suárez para Cavani! Lo mejor de nosotros. Y otro naranjazo de exportación. Atacaba Portugal. Gol de Uruguay. 7 del primer tiempo. Uruguay 1. Portugal 0. Edinson Cavani. Cancha arriba, Bentancur si la abre. La tiró por la izquierda. Se mete Cavani de primera. ¡Gol! ¡Gol! Uruguayo. Cava un pozo en Sochi y saca petróleo. Hay algo que sigue vivo. Los goles del Edin que caen en el Mundial y son noticia por los que vinieron y por los que están por venir. Cavani y Uruguay rapidito de la igualdad a la supremacía. Se pone a ganar 2-1.